Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le CNDD-FDD annonce qu'il ne participera pas au 5e round du dialogue interburundais, tandis que, de son côté, le gouvernement exige un nouveau report pour le mois prochain. C'est au moment où les travaux sont censés débuter demain à Arusha, en Tanzanie. Des voix se joignent au gouvernement pour demander que le mois d'octobre soit décrété mois de deuil en mémoire des héros de l'indépendance Rwagasore et de la démocratie Ndadaye. Vous suivrez dans ce journal le président du parti UPD, Digamiwanga, proche du pouvoir. Encore une fois, bienvenue. C'est demain, le 24 octobre, que démarre le 5e round du dialogue interburundais à Arusha, en Tanzanie. Le CNDD-FDD vient d'annoncer qu'il ne participera pas à ces travaux, tandis que le gouvernement demande un nouveau report pour le mois prochain pour raison de deuil en mémoire de feu Melchior Ndadaye. L'opposition intérieure, elle, est présente, tout comme la plateforme de l'opposition en exil, la CNRD, qui est également représentée. Pour les sceptiques, il n'y a rien à espérer de cette session. Le sentiment de désespoir émane du directeur de la télévision Renaissance. Innocent Maudit, pour lui, qui en quelconque succès ne pourrait venir que sous certaines conditions. On l'écoute. De façon pratique et réaliste, il faut se rendre compte d'une chose très simple. Il ne sortira aucun accord de négociation, de pourparlers ou du dialogue actuel d'Arusha. Pour une raison très simple. En matière de conflits politiques, surtout si la violence est déjà installée, bien trop souvent c'est une question de rapport de force. Les gens qui vont autour d'une table, ils y vont chacun avec un certain rapport de force. Dans le cas actuel, le gouvernement de Bujumbura a la prétention de maîtriser le terrain militaire. Donc, il ne voit pas pourquoi il se mettrait à céder à nouveau ce qu'il a passé plus de 13 ans pratiquement maintenant, depuis qu'ils sont arrivés, à détruire méthodiquement. Depuis leur arrivée au pouvoir, ils détruisent méthodiquement l'accord d'Arusha. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui maintenant, ils se mettent à dire ok, tout ce qu'on a détruit avec l'énergie qu'on a mis dedans, avec les crimes qu'on a commis, avec tous les dégâts qu'ils ont fait dans le pays, pourquoi est-ce qu'ils diraient ok, on rétablit l'accord, on rétablit les équilibres? Ce n'est pas possible. Il n'y a que l'équilibre des forces qui peut les pousser à cela, équilibre des forces militaires, équilibre des forces diplomatiques. Ça pourrait donner des résultats. Mais pour l'instant, il n'y a ni la volonté des États de la sous-région de peser sur le gouvernement burundais, ni un équilibre des forces militaires sur le terrain qui ferait que le gouvernement soit dans de meilleures dispositions. Donc, c'est important que les gens de l'opposition, la société civile, aillent à Arusha pour expliquer sa position, pour expliquer son combat, mais sans illusion que cela donne quoi que ce soit. Le gouvernement ne cédera certainement pas sur aucune des revendications majeures de la société civile et de l'opposition en exil, c'est-à-dire et des Burundais en général, le rétablissement de l'esprit et de la lettre de l'accord d'Arusha, l'équilibre au sein des forces de sécurité, au sein des institutions, que ce soit le Parlement, le Sénat, le gouvernement, une indépendance de la justice, la répression des crimes qui ont été commis. Le gouvernement ne peut pas céder sur ces différents terrains parce qu'il perdrait tout ce qu'il a accumulé comme acquis avec son processus de destruction de l'accord d'Arusha. Il faut y aller, mais sans illusion. Sachez que la médiation a d'abord rencontré la société civile burundaise le week-end dernier dans le cadre de la préparation de ce 5e round. Octobre est un mois qualifié de noir dans l'histoire du Burundi pour une certaine opinion et pour cause. Les deux figures les plus emblématiques du Burundi post-colonial ont été assassinées durant ce mois. Le 13 octobre 1961 pour le père de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore, et le 21 octobre 1993 pour le héros de la démocratie Melchior Ndadaye, dont on commémorait le meurtre hier. Une raison pour que certains pensent à en faire un mois de deuil national, c'est le cas du parti UPD Digamiwanga, proche du pouvoir, qui a exprimé ce souhait. Abdul Kassim en est le président. En la date du 21 octobre 2018, le peuple burundais commémore l'assassinat du héros de la démocratie, son Excellence M. Melchior Ndadaye, premier président du Burundi démocratiquement élu le 1er juin 1993. Le parti PDS Gamama voudrait rendre un vibrant hommage à cet illustre disparu, ainsi qu'à ses proches collaborateurs lâchement assassinés en cette même date,
et qui ont tout donné pour construire la démocratie dans notre pays. Le parti PDS Gamibanga exhorte donc la justice burundaise à sortir de ce silence pour juger au grand jour les personnes responsables de ce malheur qui, le 21 octobre 1993, a endeuillé tout le pays. Au vu de la situation qui avait prévalu après l'élection du président Melchior Ndadaye, jusqu'à son assassinat, le parti PDS Gamibanga se demande donc avec insistance à la justice burundaise d'élucider toutes ces interrogations que tout le commerce burundais pourrait se poser sans trouver de réponse. Enfin, le parti PDS Gamibanga demande au gouvernement du Burundi de décréter le mois d'octobre et mois de deuil national en mémoire à tous nos deux héros, le prince Louis Rwagasore et le président Melchior Ndadaye. Le pouvoir de Bujumbura persiste et signe. Le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi est faux et archi-faux. C'est le président de l'Assemblée nationale qui le répète. Pascal Nyabenda l'a dit à son retour d'une réunion sur les nouvelles technologies à Genève. En fin de la semaine dernière, on le suit. Chaque fois qu'il y a une telle rencontre, il y a un thème. Et aujourd'hui, nous avions le thème qui montre le rôle des parlements, le rôle primordial des parlements en ce qui concerne la promotion de la paix et du développement à l'ère de l'innovation et des changements technologiques. C'est un thème qui était très important. Nous avons eu la parole et nous nous sommes exprimés là-dessus, où effectivement nous avons pu montrer, surtout du côté de la communication, qu'il y a eu des avancées dans notre pays, surtout que nous avons maintenant la fibre optique un peu partout dans le pays qui facilite effectivement cette technologie de communication. Effectivement, nous avons profité de l'occasion pour nous exprimer sur le rapport mensonger qui a été produit par la commission d'enquête sur les droits de l'homme, où nous avons rejeté encore une fois catégoriquement ce rapport qui est mensonger. Page internationale pour continuer ce journal. Le 5e sommet du Parlement panafricain a débuté ce lundi au Rwanda et va durer 2 semaines. Dans ce discours, le président rwandais Paul Kagame a fait savoir que les participants vont principalement se pencher sur la lutte contre la corruption et sur la sécurité qui laisse à désirer sur le continent. I therefore commend the breadth. Dans ce 5e session ordinaire du Parlement panafricain, nous allons appliquer des lois qui nous régissent, garantir l'émancipation de la femme. Nous allons aussi voir les problèmes de la corruption, la nutrition et la sécurité pour enfin conjuguer les efforts et consolider notre sécurité. L'impact ne manque pas, mais les assemblées législatives de notre pays sont là pour promulguer certaines lois. Je demande d'être solidaire dans notre Afrique. Je demande en outre le respect de ces 3 points qui seront à l'ordre du jour dans cette session ordinaire. Accorder la circulation aux personnes qui souhaitent venir dans nos pays. Rien que la recherche du progrès au sein de notre continent. On ne peut pas ignorer les moments difficiles que nous avons traversés, mais nous avons besoin de votre aide tout en communiquant ce qui est en rapport avec notre société et l'entraide mutuelle de notre nation. Bref, l'Union africaine a besoin d'un changement profond. Elle a aussi besoin de travailler durement. Qu'on se prépare alors aux activités. And in the wider world, and we have to be ready to meet them. Et enfin, pour clore ce journal, Paul Biya est élu à 71,28% des suffrages au Cameroun. L'opposition conteste et qualifie les résultats de préfabriqués. Le candidat de l'opposition Maurice Kamto, qui avait revendiqué la victoire au lendemain du scrutin, a été proclamé 2e avec 14,23% des voix. Maurice Kamto, qui n'a pas encore réagi à ces résultats. Le point avec Thierry Wignedavi.
à 85 ans, Paul Biya briguera un 7e mandat de 7 ans à la tête du Cameroun. Le Conseil constitutionnel a proclamé ce lundi les résultats qui consacrent une victoire écrasante au candidat président avec 71,28% de voix. De loin derrière, le deuxième est le candidat de l'opposition, Maurice Kamto, avec 14,23% de voix. La troisième position est à Kabril Libi avec 6,28% de voix. Une surprise générale a été le résultat de Joshua aussi, qui est de 3,55% de voix, alors qu'il était le candidat du principal parti d'opposition. L'opposition est sur ses dents. Kabril Libi, dans les termes les plus clairs, a demandé au peuple camerounais de se mettre debout dans les jours qui viennent pour défendre son aspiration au changement. Maurice Kamto, quant à lui, a rejeté les résultats des urnes avant même le jour de la proclamation. Les Nations Unies déclarent avoir pris note des résultats présidentiels au Cameroun et demandent à ceux qui contestent le résultat de suivre la voie légale. Antonio Guterres invite les différents antagonistes au Cameroun à privilégier la voie du dialogue. Sans interruption, Paul Barthélemy Biya Bimvondo est au pouvoir depuis 1975, alors Premier ministre sous Amadou Ahidjo, à qui il succéda le 6 novembre 1982. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.